Arrêtez! Arrêtez ces aboiements! Arrêtez ces chiens qui polluent la tête et le cœur de nos enfants! Ces ignares, ces rétrogrades, ces vils menteurs, ces embobineurs d'âmes perdues, que cessent leurs cris! Bonjour et bienvenue à Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité au sein du magazine Enquête de Sens. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, nous allons parler de la radicalisation. Et plus précisément, des réponses de la laïcité face au risque de radicalisation. Décrochage scolaire, discrimination, prédominance du religieux au détriment de l'humain, communautarisme, les causes de l'islamisme radical sont multiples. Mais aujourd'hui, c'est la société dans son ensemble qui doit se retrousser les manches et attaquer de front ce problème. Comment expliquer la radicalisation, le processus de radicalisation et surtout comment le prévenir, en quoi l'enseignement, la culture, mais aussi tout simplement la laïcité peuvent apporter des pistes de solutions. Pour en parler, nous accueillons aujourd'hui deux invités. Tout d'abord, Henri Bartholoméisen, vous êtes président du Centre d'Action Laïque. Bonjour. Bonjour. À vos côtés, Hamadi, comédien, conteur, metteur en scène. Et c'est un extrait de votre spectacle Sans ailes et sans racines qu'on a vu en introduction de cette émission. Alors c'est un spectacle qui date déjà de 2008 et pourtant, quand on le voit, qu'on entend ce propos, on voit qu'il est vraiment toujours d'actualité. Oui. Je suis assez d'accord. Oui, parce que ce n'est pas une génération spontanée. Les événements qu'on vit aujourd'hui, c'est le fruit d'une histoire, d'un mouvement historique. Donc déjà à l'époque, lorsque je me suis mis à travailler sur la thématique, c'était évident qu'il y avait une espèce de bouillonnement, de questionnement au sein de l'ensemble de la population de Belgique d'ailleurs, et d'Europe. C'était pas simplement dans les minorités que ça travaillait, cette question du rapport religieux. Donc avant ça, en 1994, j'avais déjà monté un premier spectacle qui s'appelait Dieu, qui était aussi sur la dimension du religieux et de ses dérives. Donc voilà. Oui, donc c'est effectivement un combat de longue date et ça montre aussi c'est peut-être une preuve qu'on a perdu un certain temps, Henri Bartholoméisen, qu'on a pris trop tard finalement vraiment l'ampleur du problème. C'est un constat que l'on peut faire aujourd'hui, assurément. 7 ans que le spectacle existe, si je ne me trompe, et on a le sentiment qu'il pourrait être dit aujourd'hui avec une actualité cruelle à l'identique. Alors, on va revenir sur le processus de radicalisation. Et avant ça, je vous propose d'écouter une interview que nous avons réalisée avec Fabienne Brion. Elle est criminologue, islamologue à l'UCL et elle nous donne une définition de la radicalisation. On l'écoute tout de suite. La radicalisation, en fait, c'est au départ vraiment une notion politique qui a été proposée par la Commission européenne et par certains experts désignés par la Commission européenne, et qui dit, si vous voulez, que la radicalisation, ce serait un processus de socialisation, donc ça se fait en groupe, un processus de socialisation à l'extrémisme violent, et qui déboucherait ou qui pourrait déboucher sur le terrorisme. Et donc, si vous voulez, d'entrée de jeu, on a quelque chose qui lie des opinions radicales, qui ne sont pas un délit, à du terrorisme, qui évidemment est un délit. Un des facteurs tout à fait importants dans la définition de la radicalisation, si vous voulez, c'est le moment où on passe à une sorte de vision du monde, qui est une vision du monde qui oppose les eux et les nous. Alors, évidemment, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le discours de Daesh. Hein. Vous avez les musulmans et vous avez le reste du monde. C'est quelque chose qu'on retrouve dans notre discours des non-musulmans également. Et vous allez avoir de plus en plus des discours qui vont opposer les démocrates et les musulmans, comme si on ne pouvait pas être et démocrate et musulmans. Donc vraiment, cette représentation polarisée, si vous voulez, c'est ce qui caractérise la radicalisation, je dirais, de part et d'autre. Alors cette polarisation, eux, nous, pour vous, est-ce que c'est une des sources du problème ? Sans doute, c'est une manière assez dramatique de résumer les choses. Il existe évidemment une diversité de nous. Je veux dire que nous avons tous des appartenances multiples qui s'interpénètrent, qui se croisent, qui irriguent nos personnalités, qui font que chacun d'entre nous devient un être unique. Et lorsque l'on réduit la chose à eux et nous, c'est comme si on essentialisait en quelque sorte la personne, l'individu, l'être humain à une seule vocation, à une seule idéologie, et qui réduit complètement sa liberté de conscience, son approche. Alors lorsque le phénomène est personnel, lorsque l'on se radicalise, on réduit, je dirais, toutes ces caractéristiques qui font la personnalité à une seule. Lorsqu'au contraire, on désigne eux, en partant de nous, on fait de la ségrégation, on déshumanise en quelque sorte l'autre en les réduisant à quelque chose d'unique, d'univoque.
Alors que nous l'avons vu, effectivement, si Pierre est chrétien, il n'est pas que chrétien. On devrait dire Pierre est chrétien, virgule, notamment. Il est à côté de ça supporter d'un club de football, il est à côté de ça humaniste, il est peut-être à côté de ça relève d'une appartenance politique quelconque. Au fond, le radicalisme, la radicalisation, c'est réduire la personne humaine à quelque chose de binaire, on l'a entendu. C'est le blanc contre le noir, c'est le démocrate contre le musulman, et toute forme de logique binaire ainsi, qui casse le monde en deux littéralement, est effectivement un moteur de radicalisation. Oui, d'ailleurs, cette polarisation nous, on la retrouve au sein même des familles. Alors, je ne vais pas dire de la communauté musulmane dans l'ensemble, parce que je sais que c'est un terme Hamadi que vous n'aimez pas, mais c'est vrai qu'au sein même des familles, d'ailleurs, c'est ce que vous illustriez dans ce spectacle dont on parlait tout à l'heure, donc Sans ailes et sans racines. On voyait qu'il y avait vraiment un dialogue et plutôt une confrontation entre le père et le fils radicalisé. Donc, cette polarisation, elle est vraiment présente au sein même des familles. Oui, bien sûr. En fait, le spectacle parle des héritages qu'on laisse aux héritiers. Qu'est-ce que les héritiers font des héritages qu'on leur laisse? Et ce n'est pas propre aux minorités, c'est propre à l'ensemble de la société. Et quand on parle de radicalisation, je crois que c'est très très vrai que le fait de rejeter, par exemple, tout le temps l'autre à un endroit précis, de le mettre dans une sorte d'assignation à résidence identitaire, ce n'est pas fait pour éviter la radicalisation. C'est-à-dire, moi j'ai des enfants, l'aîné à 35 ans, aujourd'hui encore, au bout de 50 ans de vie dans ce pays, quand on nous parle, on parle à des étrangers. Quand on parle à mon fils de 35 ans, qui a fait ses études ici, qui est marié, qui a des enfants, on le considère comme extra-communauté, j'allais dire nationale, c'est très compliqué en Belgique, mais je me fais comprendre. C'est-à-dire qu'on considère que l'autre est autre à jamais. Et qu'on ne voit pas effectivement les appartenances multiples. Le fait que ces mômes ont vécu avec d'autres enfants de différentes origines, de différentes cultures, et que nos cultures même sont tellement fragmentaires qu'on ne peut jamais parler de culture belge, par exemple. C'est quoi la culture belge? C'est quoi la culture marocaine, si on parle des anciens Marocains de Belgique qui aujourd'hui sont belges? Donc cette manière dichotomique de présenter les choses comme si on avait des bulles les unes en face des autres est complètement stupide et ne fait que renforcer le radicalisme. À force de s'entendre dire « tu es d'ailleurs », à un moment donné, on dit « ok, puisque je ne suis pas d'ici, je suis d'ailleurs dans le spectacle », et à un moment donné, le jeune dit « mais moi je ne veux pas entrer dans une maison où je ne suis pas accueilli. Si on me ferme la porte, à force de me fermer la porte, moi je m'en vais ». Et je pense qu'il y a un processus de cet ordre-là. Et encore une fois, je suis assez d'accord, il n'y a pas qu'une seule explication. Mais l'explication de la radicalisation, on peut aussi la porter sur la société qui s'est aussi radicalisée dans son propos et dans sa manière de gérer ses minorités. Alors on parlait des familles, c'est l'occasion effectivement de parler de la place de ces familles. Pour préparer cette émission, on a rencontré Salia Ben Ali, qui est la maman de Sabri, qui est partie faire le djihad en Syrie en 2013, qui est décédée quelques mois plus tard. Et elle nous disait, elle se disait un peu désemparée, effectivement. Il y a effectivement la question de la culpabilité qui se pose, qu'est-ce que j'ai fait ou pas. Est-ce que dans la transmission des valeurs, elle se disait, voilà, peut-être que j'ai cru de façon trop automatique que les valeurs avaient été transmises à mon fils. Est-ce que cette question de la transmission des valeurs au sein des familles, c'est un point sur lequel la laïcité peut jouer un rôle? Très certainement, mais je rebondis sur ce qui vient d'être dit par Hamadi. Que font les enfants de l'héritage de leurs parents, C'est la question. Est-ce que, et dans la famille, dans la tradition familiale, on a tendance à transmettre des valeurs, et il est important de les transmettre. Mais en même temps, on ne peut pas non plus ligoter les enfants aux rêves des parents. Il faut en fait leur offrir une capacité d'émancipation par rapport au milieu dont ils sont issus, par rapport aux transcendances que l'on leur transmet. Il ne s'agit pas pour les enfants de vivre le rêve des parents, il s'agit de construire leur propre rêve. Et pour ce faire, il y a un vecteur d'émancipation que la laïcité a toujours défendu bec et ongle, qui est vraiment le fer de lance de la laïcité, c'est l'école. À partir de l'école, effectivement, c'est le lieu où l'on sort du climat familial, du climax familial, c'est le lieu où l'on rencontre l'autre, c'est le lieu où on dispose des outils qui vont permettre l'émancipation, qui vont permettre de se construire une propre autorité, son propre entendement, à partir duquel, un jour, il sera possible de construire son rêve avec ses contemporains. Et donc, c'est là parfois toute la difficulté. À la fois, la famille est une nécessité en termes de transmission de valeurs, en termes d'éducation, mais on voit bien la fragilité que ça peut représenter, parce que les parents ne se retrouvent pas nécessairement dans le rêve des enfants. Et puis, à côté de ça, effectivement, il y a l'autre option, qui est l'école. Jusqu'à quel point est-ce que l'école doit transmettre les valeurs, doit conforter les valeurs religieuses des parents? C'est une question qui se pose, une question sur laquelle la laïcité s'est prononcée. Il y a
a effectivement... D'ailleurs, il s'est prononcé comment pour que ce soit clair effectivement pour nos spectateurs? L'option de la laïcité, c'est effectivement de ne pas transmettre à travers les cours de religion, notamment, les valeurs de la famille ou des valeurs transcendantales. Ce n'est pas anti-religieux. C'est simplement de dire que l'école est le lieu où l'on partage les savoirs et non pas les foi. Ce n'est pas le lieu où l'on consolide les foi, où on imprègne, où on continue à consolider les imprégnations du milieu familial, sans les contredire pour autant. L'enfant, lorsqu'il sera amené à disposer de sa propre émancipation, de son propre entendement, est libre, bien sûr, de réopérer les choix qui avaient été faits antérieurement à sa réflexion. Et donc, tout l'enjeu est là. C'est une question d'émancipation, c'est une question aussi de ne pas tomber dans une lecture univoque de l'existence, dans une lecture univoque de la tradition, dans une lecture univoque de la transcendance. Il faut apprendre l'autre, apprendre à choisir son propre destin, son destin individuel et collectif à travers un mécanisme qui serait celui de la démocratie. Et en même temps, Amady, vous dites l'école, elle a quand même eu des lacunes, elle a toujours des lacunes, mais il y a vraiment eu un problème au niveau de l'enseignement de ces jeunes qui sont aujourd'hui soit partis ou en tout cas qui sont radicalisés. Oui, je crois qu'on a vraiment des responsabilités, chacun à son endroit par rapport aux difficultés qu'on rencontre aujourd'hui. Il est clair que pendant des années, nos politiques culturelles, par exemple, et aussi de l'enseignement, ont soutenu des choses qui sont, de mon point de vue, aberrantes. Par exemple, on a soutenu et on a financé pendant des années la culture d'origine, des cours de culture d'origine, comme si c'était la chose principale. Ça, c'est un plus, c'est ce qu'il y a dans les familles, qu'on peut soutenir, qu'on peut encourager. Mais la chose principale, c'est d'apprendre à des mômes, d'abord de maîtriser la langue française d'un côté ou la langue néerlandaise de l'autre, pour pouvoir être maître de sa destinée. Donc je pense qu'il y a un certain nombre de politiques, effectivement, de l'enseignement et de la culture qui ont... comment est-ce qu'on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions, donc c'est pas par volonté de faire mal les choses, mais il se fait qu'on a pris à un certain moment des décisions parce qu'on avait une image de ces populations qui étaient étrangères à jamais, malgré le regroupement familial, malgré l'installation qu'on sait durable d'un certain nombre de familles, on a continué à les penser dans notre imaginaire comme des étrangers. Et donc, même quand on venait soutenir des initiatives, on soutenait en fait les initiatives d'étrangers et non pas de Belges, de néo-belges, comme on dirait aujourd'hui. Donc vraiment, il y a des choses qu'on pourrait pointer, hein, on ne va pas passer son temps à le pointer, mais enfin, c'est une dimension quand même assez forte de ces mécanismes d'aide à ces populations, mais qui ont été déviés. Je donne un exemple très très vite. On a soutenu les cours de langue arabe. Il se fait que la majorité des Marocains, dont je suis issu, donc venus du Maroc ici, sont des berbères, c'est-à-dire une toute autre langue, une toute autre culture. Et pendant des années et des années, pendant plus de 30 ans, on a soutenu l'enseignement de l'arabe, c'est-à-dire qu'on a porté sur ces populations-là la même coercition politique qu'ils avaient dans leur pays d'origine, puisque le pouvoir arabophone centralisé avait par rapport à ces populations des politiques de discrimination au fond. Et on a reporté ça ici en pensant faire le bien, en disant on va permettre à ces jeunes de connaître leur culture, et s'ils connaissent leur culture, ils connaîtront d'autant mieux celle dans laquelle ils sont baignés. Et on a fait vraiment des aberrations totales, quoi. Est-ce que les cours de citoyenneté, les cours de philosophie et citoyenneté qui vont être mis en place, pour vous, c'est quelque chose qui peut apporter une vraie solution, une vraie piste de solution en tout cas ? À un triple point de vue. D'abord parce que ces cours, par hypothèse, se donneraient toutes catégories confondues. Donc on ne va pas donner cours aux petits juifs de manière séparée du petit musulman, du petit chrétien, du petit athée ou du petit agnostique. C'est vraiment un cours qui est construit sur la rencontre de l'autre, sur, au fond, poser les questions de sens ensemble, pour se rendre compte qu'à travers toutes ces cultures, avec un petit c, je dirais, il y a des invariants. Des invariants qui culminent dans ce qu'on pourrait appeler la culture avec un grand C. Donc l'enseignement du fait religieux de manière contradictoire, comparative, où la discussion est libre et où on apprend progressivement, je dirais, le libre débat, la contestation dans le respect de la personne de l'autre, ça c'est effectivement c'est le fondamental, c'est le fondement même de la laïcité et je dirais même de la démocratie. Donc oui, effectivement, je pense que ces cours-là vont nous permettre de faire un grand pas en avant. Alors vous parlez de liberté, je pense que c'est le bon moment pour montrer un nouvel extrait de ce spectacle, donc Sans ailes et sans racines, un extrait qui aborde justement cette question de la liberté. La liberté, tu sais ce que c'est? C'est quoi encore comme question? Est-ce que tu es un être libre? Oui.
Si tu es un être libre, tu n'as besoin de rien prouver à personne. Mais je ne prouve rien à personne. Pourquoi alors croire comme parole de prophète ce que disent les barbus annonciateurs de mauvais jours? Tu es dans la haine pour des gens qui ne t'ont rien fait. Ils ne m'ont rien fait. Le monde est à feu et à sang du fait de tes frères et ils ne m'ont rien fait. Mais pourquoi te préoccuper du sort du monde, toi qui as été incapable de te pencher sur le sort des tiens? Incapable de me pencher sur le sort des miens? Mais j'ai tout fait pour que tu sois bien dans ta vie. Tout. Suis-je responsable de tes choix d'homme? Ce que tu ne supportes pas, c'est que le monde change. Ton monde, le monde que tu t'es créé et que tu voudrais m'imposer, il est mort. Un ordre nouveau vient. Un ordre nouveau, voilà. Islamiste et fasciste, voilà ce que tu es devenu. Non. Libre. Assujetti à rien. Je ne veux pas de la prison dorée que tu me proposes, de ta démocratie de pacotille où tout est biaisé, où il vaut mieux n'être blanc, riche et au pouvoir, où ce que tu es te colle à la peau à jamais. Moi, j'ai choisi de choisir. Ah, tu es extraordinaire. Choisis de choisir. Tu recycles tout. L'extrême droite et l'extrême gauche. Le fascisme le plus rétrograde et mai 68. Qu'est-ce que tu vas encore me sortir de ton chapeau? Sous les pavés, Allah? Tu crois que tu es crédible dans ton outrance? Tu parles de violence, mais de la tienne de violence, est-ce que tu t'en rends compte? C'est toi, le mouton. C'est toi qui bêle au milieu du troupeau. C'est toi qui répète ce que disent tes amis libres penseurs. Mais il n'y a de pensée et de liberté que dans la contrainte. Alors, il n'y a de liberté que dans la contrainte. Peut-être d'abord une première réaction d'Amadi. Pourquoi? Ça me renvoie à ce que disait Fabienne Brion, c'est-à-dire qu'on est en fait ce qu'on pourrait lire comme deux vérités l'une en face de l'autre. Et dès qu'on est dans ce rapport-là, c'est-à-dire j'ai ma vérité, tu as la tienne, c'est fini. En fait, le spectacle montre deux personnes qui sont arrivées au point de non-retour, c'est-à-dire qui n'ont en fait plus rien à partager. C'est-à-dire que chacun est dans son chemin, j'ai raison, et toi tu dis que tu as raison, c'est ma raison contre la tienne, ou plutôt c'est ma vérité contre la tienne. Et donc on est dans quelque chose qui ne... En fait, on aurait aimé qu'il y ait une fenêtre qui s'ouvre et que quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre ou qu'une autre pensée du monde vienne s'interposer entre ces deux-là pour créer une espèce de dynamique de vie, parce que là, c'est mortifère. Il y en a un qui est dans sa mort, dans ses croyances figées, tout autant que l'autre. C'est-à-dire que l'autre, même qui défend les Lumières, etc., à un moment donné, il se cramponne à ça comme si c'était une vérité. Non, c'est une dynamique. Et il n'arrive pas à vendre ça à son fils, en fait. Et c'est un peu cette difficulté-là qu'on voit, en fait, dans ce passage-là. Beaucoup de chercheurs comparent la radicalisation islamiste au processus d'endoctrinement des sectes. Est-ce que vous avez l'impression que, effectivement, la radicalisation gomme toute liberté de conscience ? Oui, elle gomme toute liberté de conscience, mais pour rebondir sur le passage que l'on vient de voir, qui est très intéressant, il évoque bien le paradoxe de la liberté. La liberté, c'est quelque chose qui s'épuise quand on l'exerce. Autrement dit, lorsque j'ai le choix entre 5 ou 6 options, dès l'instant où j'opère ce choix, il ne m'en reste plus qu'une seule. On est 1000 et on meurt 1. Alors, le sophisme qu'autorise la radicalisation, c'est quoi? Ça consiste à dire, mais au fond, je vais exercer cette liberté de manière totale, totalisante, absolue, une fois pour toutes. Je vais m'identifier à un choix définitif, sur lequel je ne pourrai pas revenir, intemporel. Alors que nous l'avons vu tout à l'heure, nous avons mille occasions d'opérer des choix dans des domaines divers et différents. Donc ici, on réduit le tout à une vérité avec un grand V, et on s'identifie, c'est-à-dire on renonce littéralement à sa liberté de conscience, on renonce à penser, à changer d'avis, on renonce... c'est une vérité totalisante. Et donc, oui, c'est contrairement à ce qui est évoqué ici, ce n'est pas un libre choix qu'opère notre jeune radicalisé, c'est au fond une renonciation à remettre sur le métier, je dirais, un choix qu'il a opéré, mais de manière totalisante, totalitaire. Et comme il est souligné, c'est le papa, je suppose, qui lui répond, il n'a pas les outils pour lui répondre. Il pourrait lui dire, mais sors de ce cul-de-sac. Il y a moyen de sortir par le haut. Tu n'es pas obligé de ramener tout à un choix unique qui déterminerait l'ensemble de ton existence. Non, la vie est faite d'une multiplicité de choix. En fonction de toutes ces appartenances que l'on évoquait tout à l'heure, tu peux te choisir à chaque instant. Et bien sûr, on sait que les choix vont réduire à chaque pas la liberté.
Et en même temps, est-ce que le concept même, par exemple, de laïcité peut parler à des jeunes tels que celui qu'on voit par exemple dans la pièce? Comment on peut faire pour que le terme laïcité, le concept même de laïcité, peuvent leur parler? Mais d'abord en démontant le sophisme dans lequel il tombe. À savoir que l'exercice à liberté va l'entraîner dans une voie sans issue, univoque, qu'il ne sera plus possible de réinterpréter. La liberté de conscience qui est à l'opposé de cela, la liberté d'examen que prône la laïcité et qui implique effectivement le respect de l'individu, de la personne, en ce sens qu'il est le résultat d'un partage, d'un foisonnement de nous, d'appartenance, fera effectivement que l'unité de mesure de l'humanité, ce n'est pas un groupe social, ce n'est pas une idéologie, c'est l'individu. Et si l'on veut donner des valeurs universelles, on ne peut les construire qu'à partir de l'individu et de sa liberté, de l'exercice même de sa liberté. Et c'est, je le disais tout à l'heure, le fondement de la démocratie. C'est pour ça que cette notion de laïcité, dans cette lecture universalisante qui est celle-là, dans la défense des droits fondamentaux de l'individu, des droits de l'homme, de ses libertés, d'expression, de pensée, de religion aussi, c'est aussi le choix d'une religion en toute liberté et le choix d'en avoir aucune. Eh bien, cette notion-là de la laïcité est effectivement le seul outil qui permettra un jour de construire un avenir pour l'humanité dans son ensemble. Jadis, lorsqu'il y avait des frontières, lorsque les gens n'étaient pas obligés de se rencontrer, lorsque les communautés n'étaient pas obligées de s'imprégner, de s'interpénétrer, on pouvait vivre séparément. Aujourd'hui, dans un monde globalisé, seule une conception universaliste des droits fondamentaux est envisageable, et c'est le projet de la laïcité. Alors, on a parlé du rôle de l'enseignement dans cette émancipation des jeunes. On peut parler évidemment du rôle de l'art et du théâtre notamment. En quoi est-ce que votre théâtre, vous, Hamadi, peut apporter des pistes de solutions? Parce que, évidemment, cette pièce, on l'a dit, elle date de 2008, mais depuis, vous en avez fait d'autres, notamment En Fils de notre temps que vous venez de monter au Riche-Clair. En quoi, voilà, votre théâtre peut apporter des pistes de solutions aussi? En quoi l'art peut apporter des solutions? Avant de répondre à cette question, je voudrais juste rebondir sur la question de la laïcité. Je pense que la laïcité et les valeurs qu'elle défend ne passeront vers ces jeunes dont on parle que si on prête attention à leur inclusion socio-économique. C'est une dimension majeure. Parce que la majorité de ces jeunes, pas tous bien sûr, parce qu'il y a des profils très très différents, mais la majorité sont des déçus de la famille dans laquelle ils voulaient être. Il y a quelque chose, une déception de l'Occident, rêvés, mythifiés par leurs parents et qu'ils transportent à l'intérieur d'eux-mêmes. Et je pense que si on parle simplement de valeurs à leur transmettre, ça ne passera pas le cap. Je pense que tout ça s'accompagne d'une inclusion sociale, économique et culturelle. Donc, ce qui me permet d'arriver... D'où le rôle du théâtre. Voilà, et donc dans Un Fils de notre temps, donc la pièce qui est une sorte de suite à Sans ailes et sans racines, on voit comment le jeune qui disait à son père « je ne veux pas de ton monde, je vais aller jusqu'au bout, jusqu'à la destruction de ton monde », s'en va, et ça traite de l'enfant qui s'en va, enfin de ce jeune qui s'en va en Syrie et qui revient. Et la question fondamentale, elle est vraiment celle qui est posée à nos sociétés. Moi, je pense qu'il faut cesser un tout petit peu, enfin on peut réfléchir là-dessus, mais il faut cesser de les mettre en accusation. Je pense qu'il faut les prendre comme symptômes de quelque chose qui dysfonctionne, mais à l'intérieur de notre société globale. Et aussi en termes des valeurs auxquelles nous croyons, mais que nous n'arrivons pas à faire leur d'une certaine manière. C'est qu'on peut être d'accord ici et plus largement sur les valeurs d'égalité entre hommes-femmes, de liberté, de conscience, etc., etc. On peut aligner toutes ces valeurs qui nous sont chères. Nous ne les passerons pas simplement dans le discours. Il faut qu'à un moment donné, il y ait un socle qui permette à ces jeunes de prendre appui et de comprendre ces valeurs et de les faire leurs, d'une certaine manière. Et je pense que l'art, en tout cas c'est le type de théâtre que j'essaie de faire, c'est de questionner autrement, de donner un regard un peu de l'intérieur. C'est-à-dire que souvent, on dit les immigrés, dans mes spectacles, je ne parle pas d'immigrés, moi je parle de Belges, de jeunes Belges. Je ne parle pas de la radicalisation au sens des pays maghrébins ou des pays du Moyen-Orient, je parle de la société belge qui, en son sein, a eu des naissances et ces bébés sont devenus des petits-enfants, sont devenus des adultes. Et pourquoi ces adultes nés dans nos pays et qui ont suivi le cursus scolaire que d'autres avec eux ont suivi, pourquoi ceux-là, à un moment donné, arrivent à passer le cap de ça. Et je pense que la question des valeurs que vous avez posée tout à l'heure doit vraiment être remise en perspective avec les conditions socio-économiques. On est quand même dans un rapport à ces populations, à ces minorités de
je ne vais pas utiliser le terme parce qu'il ne veut rien dire, de non-intégration, mais de non-inclusion dans un tout. Parce que souvent, on leur dit, vous n'êtes pas intégré. Mais comment on pose la question d'être intégré? Je suis né ici. On me parle comme si j'étais à l'extérieur, qu'on va me prendre de l'extérieur pour me mettre à l'intérieur. Je suis déjà à l'intérieur. Donc il y a tout ça qui va faire, à mon avis, si on prête attention à ça, je crois que les valeurs pourront être comprises et acceptées. Alors, je vous propose de vous dire, de donner la parole à Rachid Madrane, qui est qui est ministre de l'aide à la jeunesse et qui a introduit un plan de lutte contre la radicalisation. On va l'écouter pour juste réagir après. Européen, fédéral, communautaire, communal, les plans de lutte contre la radicalisation se multiplient à tous les niveaux aujourd'hui. La Fédération Wallonie-Bruxelles a mis le sien en place il y a 1 an. Premier axe, les formations aux travailleurs sociaux. On a fait des formations avec des travailleurs des AMO, notamment. Ce sont ces associations qui sont sur le terrain, dans les quartiers. Et donc on leur a d'abord donné une série de séminaires, de conférences, où on leur donne quelques outils, à la fois par exemple connaître un peu la culture arabo-musulmane, quels sont les enjeux géostratégiques là-bas, qu'est-ce qui se passe, des formations de ce type, et puis aussi des formations plus spécifiques sur les techniques qu'on doit connaître pour avoir des arguments quand on rencontre ces jeunes, quand on leur parle de religion, quels sont les éléments qu'ils doivent connaître. Ça, c'était sur le terrain. L'objectif, évidemment, c'est de permettre à tous ces travailleurs de pouvoir répondre et de prévenir, évidemment, des situations de radicalisation, avec un élément qu'il ne faut jamais perdre de vue, c'est que les travailleurs sociaux ne sont pas des auxiliaires des forces de police, c'est-à-dire qu'ils ont une déontologie, ils ont un secret professionnel, sauf cas imminent de grands dangers. Deuxième axe de ce plan de lutte contre la radicalisation, le soutien aux familles et aux proches des jeunes radicalisés, via un numéro vert 0820 000. Et en tout cas, le numéro vert porte ses fruits puisque pour le moment, après 4 mois et demi de fonctionnement, on a eu un peu plus de 35-40 appels. Donc c'est à peu près, si vous voulez, un appel tous les 3-4 jours, où c'est essentiellement des proches qui téléphonent et qui ont des demandes particulières. Voilà, mon fils se radicalise, vers qui je peux me tourner, ou j'ai le sentiment que mon fils est en crise d'identité, il risquerait de se radicaliser, qu'est-ce que je peux faire, vers qui je peux me tourner. On a aussi des professionnels qui téléphonent, ça peut être des enseignants, ça peut être des personnes qui travaillent dans le secteur de l'aide à la jeunesse et qui ont besoin d'informations, ils souhaitent soit la brochure, soit des informations d'ordre du juridique, et à ce moment-là ils sont orientés en fonction de leurs demandes vers les différents services. Pas suffisant pour beaucoup de familles qui se sentent démunies, isolées et montrées du doigt. Des mères se sont réunies en groupe de parole, d'autres sillonnent les écoles, mais elles manquent souvent de soutien. À côté de la prévention, il y a la répression. 9 jeunes ont déjà été pris en charge en IPPJ pour des faits liés à la radicalisation. Mais attention, selon Rachid Madrane, à respecter l'état de droit. Il faut qu'on soit dans une démarche raisonnable et en tout cas ne jamais oublier qu'on ne peut pas condamner des gens simplement sur des intentions. Nous sommes une démocratie et c'est ça qui fait notre force à la fois et notre fierté. Et donc il faut se battre tous pour maintenir ça. Donc attention aux législations d'exception. Voilà, évidemment, on pourrait encore beaucoup en parler sur tout ce plan de lutte contre la radicalisation, sur lequel, par exemple, vous, Amadi, je sais que vous insistez sur le fait que ça arrive peut-être trop tard et qu'il faut plus activer là-dessus. L'importance aussi de resocialiser ces jeunes qui reviendraient éventuellement de Syrie. Donc je pense que de toute façon, on reviendra sur ces questions dans des prochaines émissions. En tout cas, merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation, de nous avoir éclairés sur ces sujets d'une importance et d'une actualité cruciale. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau numéro de Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité.